Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 31 août 2023, la date qui coïncide avec la journée africaine de la médecine traditionnelle. Les médicaments traditionnels sont d'une importance capitale dans la société burundaise. Nous avons parlé à une burundaise qui maîtrise l'utilisation de certains de ces médicaments. Le manque d'assistance, c'est ce que dénoncent les réfugiés burundais admis dans des structures de santé en dehors des camps en Tanzanie. Ils vont s'exprimer tout à l'heure. Au cours du journal, nous allons également vous parler des résultats des concours annoncés par le ministre de l'Éducation nationale. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Je vous le disais tantôt, certains réfugiés burundais admis dans des structures de santé en dehors des camps tanzaniens dénoncent le problème d'accès aux soins. Ils indiquent aussi qu'on ne leur donne pas non plus de nourriture. Ces réfugiés demandent aux responsables du HCR de leur venir en aide. Plus de détails avec Dani Claire et la trouve. Les patients des camps d'Onduta et Nyarugusu et les gardes malades qui ont été transférés à Bugando Medical Center, un hôpital situé dans la ville d'Omwanza, sont au nombre de 35. Nombreux sont dans cette structure sanitaire depuis le début de cette année et ils souffrent de maladies chroniques selon notre source. Nous sommes des réfugiés. Nous sommes à l'hôpital d'Omwanza. Il est incompréhensible que le HCR nous envoie ici pour être soignés et qu'il n'y ait pas de suivi par la suite. Les malades ne mangent pas comme il faut. Ils vont mourir de faim parce qu'ils ne bénéficient pas de leur ration. On leur dit qu'il n'y a pas de nourriture. Ces réfugiés demandent au HCR de trouver une solution à ce problème parce qu'ils estiment qu'ils ne bénéficient pas de suivi nécessaire. Nous demandons au HCR de nous aider parce que le transfert est fait sous son autorisation. Nous sommes en difficulté. Il faut trouver le moyen de nous sortir de cet endroit et aller ailleurs pour les soins médicaux. Nous avons des problèmes parce qu'il n'y a pas de suivi. À part le problème de suivi de ceux qui ont été transférés dans les hôpitaux en dehors de camps, les réfugiés souffrant des maladies chroniques dans les camps affirment qu'ils font face également aux problèmes de suivi médical. Certains responsables du camp leur auraient indiqué qu'il n'y avait pas de budget. Page éducation, à présent, il y a des grognes au sein des candidats à l'examen de recrutement des enseignants dans la province Makamba. Selon ces enseignants, l'examen ne comportait pas les mêmes questions pour tous les candidats. Le point avec Éloge Divin, Remesh. On nous a dit que des enseignants bénévoles et des vacataires vont répondre à la première et à la deuxième question seulement pour le français et la biologie. Mais pour les autres candidats, il y avait l'obligation de répondre à toutes les questions. Il s'agit de l'un des candidats ayant passé le test d'entrée dans le métier d'enseignant qui déplore les lacunes qui se sont manifestées lors de la passation. Nos sources révèlent que les chances offertes aux candidats n'étaient pas égales. Les enseignants vacataires et les bénévoles qui pressaient déjà au niveau de certaines écoles ont été privilégiés par rapport aux autres candidats selon cette source. Nous avons pensé que ceux qui ont organisé la passation de ce test avaient d'autres objectifs, vu que les vacataires et les bénévoles n'ont pas fait les mêmes questions que les autres candidats. En plus, lors de la remise des copies, celles des vacataires et bénévoles n'étaient pas rangées à la même place que celles des autres candidats. Cela fait sous-entendre que la correction va se faire différemment et ça nous a fait penser aux magouilles. Actuellement, certains des candidats affirment qu'ils craignent pour la suite, compte tenu de ces distinctions faites lors de la passation du test.
Les bénévoles et les vacataires ont été privilégiés plus que les autres, d'autant plus qu'ils n'ont pas été interrogés de la même façon que les autres. En plus, même le ministre de l'Éducation avait demandé aux DPI de dresser des listes de vacataires et de bénévoles au niveau de chaque province. Le ministre avait même dit que c'est cette catégorie de bénévoles et de vacataires qu'il va considérer plus que les autres dans le recrutement. Mais nous nous demandons pourquoi il l'a fait. Si c'est tout le monde qui devrait faire le test, comment expliquer que c'est une partie qui devrait répondre à toutes les questions et non pas une autre? Vous saurez que ce test de recrutement s'est déroulé ce mercredi sur tout le territoire national. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le ministre de l'Éducation pour recueillir sa réaction. Une note de 34% a été fixée par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique pour accéder à l'enseignement post-fondamental et celle de 58% pour les écoles à régime d'internat. Cela a été annoncé par François Habyarimana, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, lors d'un point de presse animé ce matin. Le ministre François Habyarimana indique que sur plus de 73 000 candidats au concours national, plus de 21 000 ont réussi. Suivez plutôt le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, François Habyarimana. De manière globale, le concours de certification et d'orientation à l'enseignement post-fondamental s'est passé dans de très bonnes conditions. Pour un effectif de 73 824 candidats, 21 678 élèves ont une note supérieure ou égale à 50%, soit 29,4%. Après cette évaluation, nous avons fixé les critères d'orientation à l'enseignement post-fondamental. En tenant compte des places disponibles dans les premières années de l'enseignement post-fondamental et du budget disponible pour l'entretien des élèves internes, mais également après avis du Conseil des ministres, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a pris les décisions suivantes. Est admis à l'enseignement post-fondamental général, pédagogique et technique, tant public que privé, tout lauréat ayant obtenu une note supérieure ou égale à 68 sur 200, soit 34%. Le taux de réussite au concours national est donc de 85,76%. L'effectif des élèves qui ont échoué est de 10 512, soit en moyenne 88 élèves par commune ou 4 élèves par colline. Ces derniers peuvent se faire inscrire dans les centres d'enseignement des métiers ou redoubler de classe si les places sont disponibles. L'admission à l'enseignement post-fondamental dans les écoles publiques, aux filières techniques, scientifiques, langues et pédagogiques à régime d'internat, ainsi que dans les écoles publiques de la mairie de Bujumbura, est subordonnée à l'obtention d'une note supérieure ou égale à 116 sur 200, soit 58%. La rentrée scolaire édition 2023-2024 est fixée au 18 septembre selon le ministre François Habyarimana. Parlons santé à présent. Ce jeudi 31 août 2023, le Burundi s'est joint aux autres pays africains pour célébrer la 21e journée dédiée à la médecine traditionnelle en Afrique, comme cela a été annoncé dans la déclaration du ministère de la Santé publique de ce matin. La journée de la médecine traditionnelle a été célébrée pour la première fois le 31 août 2003 en République démocratique du Congo. La contribution de la médecine traditionnelle à la santé et au bien-être pour tous, c'est le thème de cette année, le thème qui vient à point nommé selon le ministère de la Santé publique, étant donné qu'actuellement le monde entier, y compris le Burundi, est frappé par diverses épidémies et pandémies, le monde qui essaie de mobiliser les praticiens à contribuer dans la recherche des solutions à ces problèmes qui le hantent. Au Burundi, cette journée sera célébrée demain. En rapport avec ces médicaments traditionnels, ils sont d'une importance capitale dans la vie des Burundais selon Eugénie Gakobga. Selon elle, dans le Burundi ancien, la médecine traditionnelle avait une place importante, comme là aujourd'hui la médecine moderne. Selon Eugénie Gakobga, ces médicaments étaient utilisés pour traiter presque toutes les maladies.
L'importance des médicaments traditionnels était la même que celle des médicaments modernes qu'on utilise aujourd'hui. Il y avait des médicaments pour les femmes enceintes, il y avait des vitamines pour les enfants, il y avait aussi des médicaments pour la grippe. Donc, il y avait beaucoup de sortes de médicaments comme il y en a aujourd'hui. Même quand la femme tardait à concevoir, il y avait des médicaments qu'on lui donnait pour que ça marche. Et pour traiter la toux, il y avait des médicaments comme Ikidirangugwa, Imieyo et d'autres. La plupart des herbes étaient utilisées comme médicaments. Il y avait d'autres médicaments appelés Imifumba, Imifumbegete, et tout cela était donné aux enfants. Il y avait également des médicaments pour traiter la malnutrition. Dans ce cas, on leur donnait Isesabirego, Ilaaba et autres. Il existe aussi d'autres médicaments qui, une fois que tu les as pris, le matin, tu ne dois pas manger avant midi. Selon toujours Eugénie Gakobga, les anciens savaient gérer les doses de ces médicaments selon l'âge du patient. Eugénie Gakobga indique aussi que les matières premières de ces médicaments étaient sollicitées par des étrangers pour les transformer. Par exemple, quand vous aviez des ténias, une fois qu'ils ont été détectés, on vous donnait le médicament appelé Ilaaba ou encore Mukarakara. Ces derniers étaient amers et provenaient d'un arbre appelé Mukarakara. C'était des petites graines qu'on donnait aux patients selon l'âge. Pour les enfants, on en donnait 6 et pour les adultes, ils prenaient 12 graines. Après ça, le patient guérissait facilement. Quant aux autres types de médicaments, comme ceux appelés Umuravumba et autres, on les utilisait pour traiter la toux. Ils étaient tellement amers. Ainsi, on les donnait à celui qui avait une toux aiguë. Néanmoins, aujourd'hui, ces médicaments ne sont plus utilisés car les gens ne les connaissent pas. Quand un enfant est malade, il court à l'hôpital. Pourtant, même les Blancs venaient chez nous à Muramvia pour cueillir ces médicaments. Il y a des sœurs qui venaient de Ijenda et d'autres Blancs qui quittaient leur pays pour venir à la recherche des médicaments traditionnels. Puisque nous parlons santé, les proches d'une jeune fille albinos de la commune Giterani, province Muyinga, sollicitent l'intervention des bienfaiteurs pour la faire soigner. Ils indiquent que cet albinos souffre depuis plus de 2 ans de blessures éparpillées sur son corps. Cette jeune fille s'est déjà fait soigner dans certains établissements sanitaires avant de laisser tomber suite au manque de moyens nécessaires, affirment ses proches. Suivez l'un des proches de cet enfant qui lance un appel aux bienfaiteurs. Je suis une albinos et je lance un message à tout bienfaiteur pour solliciter un soutien à une amie qui est aussi albinos. Elle est native de Muyinga en commune de Giterani. Elle s'appelle Viana Likiza et a 4 blessures au niveau de son dos depuis plus de 2 ans. Elle s'est fait soigner dans certains établissements sanitaires mais ça n'a rien donné. Elle a passé dans un centre de santé de Muyinga puis celui de Kayanza et à l'hôpital Senseka. Mais à l'hôpital Senseka, elle a été renvoyée parce qu'il manquait de moyens pour payer les soins. Elle a fini par retourner à la maison. C'est pour cette raison que nous interpellons toute âme charitable à nous venir en aide. Nous demandons au président de la République, aux associations des bienfaiteurs et toute personne qui peut nous aider de le faire afin de sauver la vie de cet enfant. Elle est encore jeune, mais elle mène une vie difficile suite à ses blessures. Elle n'a pas de sommeil, que ce soit durant la nuit ou pendant la journée, car elle a beaucoup de douleurs. Aidez-nous, s'il vous plaît, pour sauver la vie de cet enfant. Toute personne qui souhaiterait venir en aide à la jeune fille albinos Vianney Nikiza peut la contacter au numéro de téléphone plus 257 67 03 49 29 ou contacter l'association des albinos sans frontières au Burundi. Parlons gouvernance et pour clore cette édition, le sucre destiné à la province Ngozi au mois de juillet aurait été détourné devant le président de la République dans une réunion avec les représentants des commerçants ce jeudi dans la ville de Gitega. Emmanuel Nachonsanze, gouverneur d'Ngozi, a reconnu avoir uniquement reçu de la Sosumo 15 tonnes sur les 200 tonnes habituellement distribuées dans cette province.
Je vais éclaircir la situation sur les 15 tonnes du sucre qu'on avait réceptionné. Alors, comme on ne pouvait pas partager 15 tonnes à 64 commerçants qui desservent toute la province, j'ai contacté la Susumo qui m'avait dit que pour ce mois, on n'allait pas avoir d'autres tonnes de sucre et on m'avait demandé de passer à la distribution. C'était une équation difficile à résoudre. Alors j'ai décidé de ne distribuer les 15 tonnes qu'aux 3 des commerçants. Je me souviens que je revenais d'une mission en Ouganda et parmi les 3 commerçants, il y en avait qui habituellement recevaient 5 ou 6 tonnes. Je leur ai alors donné 5 tonnes pour qu'ils les vendent à la population. Les noms de ces commerçants sont connus à la Susumo. Donc tu leur as donné ces tonnes pour qu'ils rentrent avec à la maison. Tu as fait le suivi pour t'assurer que la population a été servie. Normalement, lorsqu'ils reçoivent du sucre, ils le départagent dans des sachets. Comme la ville d'Ongodi est la plus grande, c'est elle qui a le plus grand nombre de consommateurs. Alors, après avoir terminé avec le départage, ils sont passés par la distribution dans les quartiers. Il y a même des députés qui ont été témoins. Comme c'était vers la fin du mois de juillet, on en a distribué à la ville d'Ongodi, espérant que les autres communes allaient être servies avec le mois d'août, puisqu'il y a des communes qui ne peuvent même pas consommer et terminer 2 tonnes par mois. Les 3 commerçants de la commune d'Ongodi, venez ici devant pour qu'on vous voit. Ils ne sont pas ici, ils sont incarcérés. De son côté, le président Évariste Ndayishimiye a juré qu'il allait lui-même suivre le dossier avant de promettre de punir quiconque se serait rendu responsable de ce détournement. Je vous propose d'écouter le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye. Tu sais, monsieur le gouverneur, si tu échoues, il ne faut pas fatiguer le président de la République. Si c'était moi, j'aurais démissionné. Tu représentes le président en province d'Ongodi et tu te mets à diviser la population. Donc, en quelques mots, tu veux que ce soit moi qui devienne le gouverneur d'Ongodi. Vous, le gouverneur qui êtes là, vous avez entendu? Tu es un mauvais parent. Est-ce que chez toi, quand la ration est insuffisante, tu donnes à manger uniquement aux aînés? Pour le cas d'Ongodi, je vais m'en occuper moi-même, puisque l'impunité encourage les fautifs. On ne peut pas accepter que les choses restent comme ça. Vous, le gouverneur qui êtes là, allez tout de suite commencer à organiser la distribution du sucre. Vous êtes les collaborateurs de la Susumo. N'osez pas mettre sur la liste celui qui n'est pas venu, puisque vous aurez des ennuis. Quant à vous, la Susumo, faites également un suivi. Ces commerçants sont vos commissionnaires. Rassurez-vous que le sucre que vous avez distribué est arrivé à destination. Voilà, c'est Évariste Ndayishimiye, le chef de l'État burundais. Et c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 31 août 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.